C'est facile, hein. Vous prenez Boulin, hein, le ministre Boulin, bon, qui s'est noyé dans 15 centimètres d'eau. Le prendre, je pense, avec une certaine forme de fatalisme. Peut-être se préparer aussi. Moi, celui qui veut me suicider, il a intérêt à être bon parce qu'il va être accueilli. S'ils courent aussi vite que je les emmerde, ils peuvent prétendre à la médaille olympique. Information importante. L'émission a été enregistrée le vendredi 1er août 2025. L'après-midi de l'enregistrement, Ronald Guillaumont était convoqué par la gendarmerie à la demande du parquet de Béthune suite à des commentaires injurieux visant une commandante de gendarmerie filmée en train de notifier un arrêté préfectoral à monsieur Dieudonné Mbalambala, lui enjoignant d'interrompre son spectacle. L'article de Profession Gendarme est disponible en description sous la vidéo. Bonne émission. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel entretien sur Kate TV. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Ronald Guillaumont et François Dubois. Bonjour à tous les deux. Oui, bonjour Kate. Bonjour François. Salut Ronald. Ronald, vous êtes le président du site Profession Gendarme. Vous avez exercé au sein de la Gendarmerie nationale pendant 30 ans avant de prendre votre retraite il y a maintenant 22 ans. Et François, vous êtes vice-président du site Profession Gendarme, ex-officier de police judiciaire de la Gendarmerie nationale et auteur de 2 livres, Alice au pays de Lucifer et Captionnem. Alors ensemble, nous allons faire une présentation de votre site et vous nous expliquerez pourquoi il a été créé. Nous ferons le point sur la situation militaire en France, son évolution et le rôle porté par l'armée. On abordera la loi de programmation militaire et ce qui se cache derrière. Et puis on terminera par un hommage au général Dominique de la Warde. J'y tiens beaucoup parce que c'est grâce à vous que j'ai pu le rencontrer et puis ça nous amènera à parler de sujets beaucoup plus polémiques. Mais avant de commencer, je voudrais rappeler aux spectateurs et aux auditeurs de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je voudrais vous présenter rapidement le dernier numéro de la revue confidentielle de géopolitique profonde. Il s'agit du numéro 26, un spécial été 2025, dans lequel vous retrouverez entre autres un article de Sylvain Ferreira sur la guerre en Ukraine et le bilan de l'offensive de l'hiver 2025 de l'armée russe, un coup de projecteur sur l'Europe et le problème métapolitique qui est traité par Pierre-Antoine Plaquevent, ou encore l'article de Jean-Michel Vernochet sur Gaza, le théâtre d'une guerre cognitive. Il revient notamment sur les dernières statistiques publiées par le général de la Warde avant son décès. Vous retrouverez le lien en description sous la vidéo pour vous abonner au magazine. Alors, mais tout de suite, on débute donc cette émission et j'ai envie de m'adresser à vous, Ronald. Dites-nous pour quelles raisons, au départ, vous décidez de créer un site internet et de le nommer finalement Profession Gendarme. Alors, le site Profession Gendarme existe maintenant depuis pratiquement 14 ans. Mais j'ai commencé à rentrer dans la contestation bien avant. J'ai quitté la gendarmerie à l'âge de 55 ans. J'ai pris ma retraite. Pendant 2 ans, je me suis mis de côté. Et le hasard m'a amené sur un forum qui s'appelait Les Gendarmes en colère, sur Internet. Ce forum n'était pas surveillé, c'était devenu du n'importe quoi, tant et si bien qu'un camarade qui était maréchal des logis-chefs a créé lui-même un autre forum et nous lui avons donné le nom de Forum Gendarmes et Citoyens. Je faisais partie des 30 premiers inscrits de ce forum et très rapidement on m'a demandé de devenir modérateur, puis je suis devenu second administrateur. Je faisais partie des 30 premiers inscrits et très rapidement, comme je n'hésite pas à dire ce que j'ai envie devant les télévisions, dans les radios ou n'importe où, j'ai fait monter ce forum à 20 000 inscrits, dont 80% de gendarmes. On avait une problématique à cette époque-là, c'était du temps de Sarkozy. Il était question que la gendarmerie soit versée sous le ministère de l'Intérieur, parce qu'il faut savoir que nous, les gendarmes, nous sommes des militaires dépendants du ministère de la Défense. Et on craignait
la disparition de la gendarmerie nationale de la même manière qu'elle a disparu en Belgique. Et les Belges, aujourd'hui, le regrettent beaucoup. Ouais. Et finalement, ça s'est fait. Et j'ai estimé à ce moment-là qu'il était anormal que policiers qui sont des fonctionnaires, hein, ce sont des civils, hein, ce sont des fonctionnaires de police, avaient le droit de se syndiquer, de créer des associations professionnelles, et que nous, les gendarmes, en tant que militaires, c'était la grande muette. On fait le même métier, dans le même but, la protection de la population, le respect des lois, et néanmoins, nous n'avions pas les mêmes droits. Finalement, donc, on a créé une association qui s'appelait l'association Forum Gendarmes et Citoyens, et on m'a demandé d'accepter le poste de secrétaire adjoint pour la simple raison que j'étais le seul retraité du conseil d'administration et qu'on ne pouvait décemment pas domicilier cette association dans une caserne. Il faut dire aussi que à ce moment-là, le code militaire interdisait toute association professionnelle. Donc c'était une association loi 1901, mais qui avait pour but de défendre les intérêts des militaires. Très rapidement, dans les 8 jours qu'on suivit la création de cette association, le directeur de la gendarmerie, le général Parer, a adressé un courrier individuel aux 8 gendarmes en activité de service qui faisaient partie de ce conseil d'administration. Et je me suis retrouvé le dernier. Donc, par voie de conséquence, je me suis retrouvé président, puis j'ai été élu officiellement président de cette association. J'ai légèrement changé le nom, j'ai enlevé le mot forum, et donc j'ai choisi le nom de Association Gendarmes et Citoyens. Très rapidement, nous avons été, disons, des officiers de la direction de la gendarmerie sont venus nous rejoindre, mais pas dans un but qui n'était pas de nous soutenir. Et finalement... C'est-à-dire c'était des infiltrés, Ronald, c'était des infiltrés. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'était des infiltrés. Hein. Et très rapidement, moi, comme je n'hésitais pas à m'exprimer, eh ben, je me suis retrouvé en conflit. J'ai fait l'objet de diffamation publique par un officier. Et en remontant les adresses IP, j'ai découvert qu'il s'agissait du directeur de cabinet, du directeur de la gendarmerie nationale, qui sous pseudonyme me faisait donc de la diffamation. J'ai déposé plainte dans les mains du ministre de l'époque, avec copie au directeur de la gendarmerie, et ça a fait énormément de bruit. Canal+ m'a fait une interview, LCI ensuite, et finalement, l'association étant tellement bien infiltrée, eh ben, je me suis fait virer de l'association, tout simplement. J'ai attendu, j'en ai été très déçu, et pendant 1 an ou 2, je suis resté sur le bas-côté. Et j'ai un camarade, Michel Munier, adjudant-chef de gendarmerie, qui aujourd'hui vit en Martinique, Guadeloupe, et qui a insisté pour créer mon propre site. Au début, je ne voulais pas, puis finalement, j'ai accepté. On a créé donc Profession Gendarme. Et pourquoi il s'appelle Profession Gendarme? Parce que je voulais coincer la direction de la gendarmerie et je voulais que le mot professionnel puisse apparaître. Donc, Profession Gendarme est la vitrine de l'association professionnelle gendarmerie APG. Et il y a quelque temps, j'ai découvert François Dubois grâce à son livre. Et écoute, je le dis devant lui, ça va peut-être le gêner un peu. C'est quelqu'un de très brillant, et nous avons estimé au conseil d'administration si on pouvait inclure François. Et finalement, François s'est retrouvé vice-président de l'association professionnelle de gendarmerie et de profession gendarme par la même occasion.
Alors, on Alors, peut peut-être demander, alors pardon Ronald, on peut peut-être demander à François, qu'est-ce qui l'a amené à vous rejoindre? Est-ce que c'est vous qui êtes allé le chercher ou François, vous allez nous répondre. Est-ce que c'est donc tous les membres de l'association qui sont venus vous chercher ou c'est vous qui avez approché Ronald et l'association Profession Gendarme? Comment s'est fait la rencontre et comment vous avez rejoint ce groupe? Parce qu'aujourd'hui, vous en êtes le vice-président. Ronald m'a contacté directement par téléphone en se présentant, en me disant voilà, je m'appelle Ronald Guillaumont, je suis le président donc, de l'association Profession Gendarme, qui est un site sur Internet que je connaissais d'ailleurs au demeurant. Et il me dit bah oui, on est quand même un site qui est beaucoup fréquenté, on fait 10 millions de vues par an, tout. Et il m'explique alors que il a lu quelques-uns de mes travaux, de mes articles, et qu'en fait il adhère énormément à ce que j'écris et donc il aimerait, compte tenu de tout ce que j'ai pu écrire, que je puisse rejoindre leur association. Alors sur le coup, je me suis dit, il faut quand même que j'apprenne un peu à le connaître. Mais très vite, en discutant avec Ronald, je me suis aperçu d'une chose, c'est que c'était quelqu'un, finalement, à la fois de très transparent et très simple. C'est-à-dire et simple dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il n'a pas, il n'a pas d'ambition, on va dire, cachée ou quoi que ce soit. C'est typiquement la description de quelqu'un qui veut tout le temps se rapprocher de la vérité, dans une forme de pureté. Et ça, c'est très, très rare en ce monde. Et quand j'ai pu apprendre à connaître Ronald en échangeant avec lui, c'est une qualité qui est tellement rare que je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas ne pas faire équipe avec quelqu'un comme ça. Parce que finalement, on converge totalement dans notre vision des choses. C'est-à-dire que nous, c'est pas la prise de parti qui nous intéresse finalement, c'est ce qui se rapproche le plus de la vérité et de l'intérêt collectif. Voilà. Donc là, voilà. Après, la réflexion n'a pas été plus longue que ça parce que en plus, je suis quelqu'un qui c'est vrai que j'aime avoir une analyse sur les choses, mais j'ai aussi un petit côté intuitif des fois auquel je me remets. Et avec Ronald, j'ai eu cette bonne intuition de départ, de toute façon. Donc oui, c'est avec plaisir que j'ai accepté sa proposition. Ronald, avec votre expérience de 30 ans dans le métier, quel constat vous faites sur la profession de gendarme, de militaire? Quelle évolution vous avez constatée aussi au cours de toutes ces années et puis notamment avec votre expérience du site Internet? Oui, eh bien, je vais dire une chose, que le métier de gendarme est un beau métier. C'est un métier extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous sommes en contact avec l'humain, pour commencer, et à tous les niveaux, au plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau. Mais aujourd'hui, et je ne suis pas le seul à le dire, j'ai beaucoup de contacts avec des officiers de gendarmerie et d'autres armées. La gendarmerie, malheureusement, est en train de changer. Et ça, c'est voulu par le gouvernement actuel, c'est le recrutement. On a un problème avec le recrutement. Bon, déjà, il est très difficile de recruter, mais j'ai tendance à dire qu'on fait un recrutement au ras des pâquerettes. Et il y a une phrase qui est mienne, hein, on fera jamais un cheval de course avec un âne. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement, alors je ne dis pas que les gendarmes sont des ânes, hein, les nouvelles recrues, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que le recrutement est fait à un très bas niveau aujourd'hui, et quelqu'un qui n'a pas l'instruction ou l'intelligence suffisante, on lui fait faire ce qu'on veut. Hein, on a eu un exemple il n'y a pas très longtemps, une femme commandant de compagnie, hein, qui, dans l'affaire Mbala, hein, Dieudonné, a mis en application un arrêté préfectoral. J'ai diffusé ça sur le site récemment, d'une manière complètement aberrante. Hein, c'est-à-dire que quand un préfet prend un arrêté,
La moindre des choses, c'est que l'arrêté doit être notifié à la personne contre qui l'arrêté est pris. Et cette personne a des droits, c'est-à-dire elle peut contester, c'est la justice qui décide. Là, ça n'a pas été le cas. Ça a été fait d'une manière très brusque, et non seulement très brusque, mais en plus, Dieudonné a été interrompu dans ce qu'il faisait sur un lieu privé. Donc c'est une atteinte aux libertés. Alors je voudrais revenir sur Profession Gendarme. Quel est son but? Au départ, je voulais défendre mes camarades gendarmes, leur donner la parole, leur donner la possibilité de s'exprimer, et je me battais surtout contre les trop nombreux suicides que nous avons au sein des forces de l'ordre. J'ai commencé par défendre les gendarmes, puis ensuite les policiers municipaux, ainsi que toutes les forces de l'ordre. Mais il s'est passé plein d'événements au cours de l'existence de Profession Gendarme. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, et d'emblée, en tant que retraité, je suis un gilet jaune convaincu, hein, je l'affirme. Hein, je ne suis pas quelqu'un qui va faire de la casse, non, pas du tout. Les gilets jaunes, le gouvernement a su très très bien jouer avec, parce que on a transformé les gilets jaunes pratiquement en terroristes, en casseurs, ce qui n'était pas le cas. Et d'ailleurs, on trouvait des familles, hein, des retraités ou des familles entières qui venaient avec enfants manifester. Si le peuple descend manifester, c'est qu'il a de bonnes raisons de le faire. Donc j'ai commencé à défendre les gilets jaunes. Puis par la suite, il y a eu la fameuse Covid. Là j'ai commencé également à chercher la vérité, ce qui fait que autant Profession Gendarme comptait 80% de militaires à l'époque, eh bien aujourd'hui on peut dire que c'est 50-50, parce que on a beaucoup de civils qui ont rejoint Profession Gendarme et qui viennent nous visiter. Ce qui fait que le site, comme l'a dit François tout à l'heure, j'étais parti sur 250 000 visites annuelles au départ, et nous sommes en moyenne à 10 millions de visites annuelles. Donc Profession Gendarme fait beaucoup de bruit et dérange beaucoup. Voilà. Et oui, et on va le voir ensuite. François, un mot pour revenir sur le recrutement actuel des gendarmes. Est-ce que vous aussi, vous avez constaté, parce que je pense que vous étiez en plus enseignant, vous étiez formateur, il me semble. Est-ce que vous avez constaté cette baisse de niveau des futurs militaires? Et puis quel constat aussi vous faites sur le métier, sur l'évolution du métier? Ouais. Alors j'ai été effectivement instructeur en école, et formateur, évaluateur de formateurs aussi. Alors, je ne parlerai pas d'une baisse de niveau au sens général du terme, mais plutôt d'un nivellement vers le bas, dans le sens où effectivement les objectifs en matière de recrutement sur la base des anciens standards sont difficiles à atteindre aujourd'hui pour de multiples raisons. Alors, il y a d'une part peut-être une forme d'inadaptabilité de la nouvelle génération à une certaine forme de rusticité, de résilience. Mais il n'y a pas que ça. Il ne faut pas non plus mettre ça sur le dos uniquement de la jeunesse, parce qu'il y a aussi une partie de la jeunesse qui est très, très résiliente et particulièrement sportive. Néanmoins, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a une forme de bipolarisation, on va dire, avec, moi je vois sur une compagnie de 100 élèves qui arrivent, on a un petit groupe qui devient maintenant extrêmement sportif, qui fait du street workout, de la calisthénie, tout ça, voilà, les gars sont affûtés. Et puis il y a une grosse partie derrière la queue de wagon où on prend ce qui reste, hein, et là on se retrouve avec des gamins ou des gamines qui peinent à courir 3 km en piétinant. Et qu'il faut mettre à niveau sur 10 mois de formation, ce qui n'est pas simple pour réussir à les faire sortir. Alors pourquoi? Parce que tout simplement on a baissé les critères d'admission au concours, hein, les barèmes de sport, les notes de sport, tout ça. Mais également il y a aussi quelque part quelque chose d'idéologique derrière tout ça, puisqu'on voit une volonté très égalitariste de la part de la gendarmerie, hein, qui n'est ni plus ni moins que le reflet de la parole gouvernementale. Hein. Eux, c'est une institution, donc ils se contentent de faire du copier-coller avec les instructions qui émanent d'en haut.
et on leur demande pour faire ce métier très, très spécifique et très exclusif, d'inclure justement tout le monde. Et ça veut dire qu'on se retrouve par exemple avec des filles qui sont admises sans taille minimale. Donc j'ai déjà eu par exemple des élèves qui faisaient entre 1m40 et 1m50, ce qui pose un problème puisque les concepteurs d'armes à feu ne prévoient pas en fait de concevoir des enfants pour des humains pour des humains qui ont une taille d'enfant, on va dire, et des mains d'ailleurs. Ce qui fait qu'on a, si je vous donne un exemple concret, en stand de tir, si on confie un SIG Pro 2022 à une personne comme ça, au niveau de la physionomie, son index ne peut pas exercer une pression, on va dire, régulière sur la détente parce qu'il a du mal à l'atteindre, ce qui fait qu'il crochette tout le temps. Donc, on a des scores de tir qui sont systématiquement nuls. Donc, ça veut dire qu'il y a aucune balle en cible. Et donc, ce sont des personnes qu'on fait sortir après sur le terrain et qui, quand elles vont, si un jour, et je ne leur souhaite pas, elles doivent utiliser leur arme, tireront partout, sauf sur la personne sur laquelle elles veulent tirer. Et c'est pas parce qu'elles sont mauvaises tireuses, c'est parce qu'elles n'ont pas la physionomie pour ce type d'arme. Il en est de même, par exemple, pour les mesures de sécurité sur les armes d'épaule. Donc, les armes d'épaule, si on prend un fusil d'assaut, c'est relativement long, ça fait au moins une cinquantaine, voire une soixantaine de centimètres. Et il faut la placer dans un tube à sable pour faire ces mesures de sécurité. Et surtout, il faut aligner le canon dans l'axe du tube à sable, qui est légèrement incliné. Et là encore, ces personnes-là n'arrivent pas à caler la crosse de l'arme avec leur épaule au tube. Ce qui fait qu'on est obligé de trouver des tours de passe-passe, mais si un coup part, ça peut être très dangereux. Et c'est pareil, on les laisse sortir d'école. Donc là, je donne des exemples très simples, mais il n'y a pas que ça, quoi. Et effectivement, après, on note aussi une certaine forme de baisse de niveau. Alors, je dirais que c'est plus au niveau de l'expression orale et l'expression écrite. Là aussi, il y a un souci. Et en dehors de ça, alors, quoi qu'il en soit, moi, j'ai vu des élèves qui posaient vraiment problème et j'ai vu, en fait, c'est-à-dire que nous, on fait remonter en tant qu'instructeur, mais j'ai vu la hiérarchie au niveau du commandement des écoles bloquer et faire en sorte qu'ils ne soient pas virés. Parce qu'il y a tellement peu de monde qu'on les retient. Et Dieu sait si c'était des cas compliqués, hein, des fois. Donc ça c'est un problème. Après, il y a plein d'élèves bien aussi qui sortent et puis qui sont aujourd'hui confrontés aux difficultés du terrain, des difficultés sur lesquelles on les avait préparés en école, mais je pense qu'ils n'imaginaient pas que c'était à ce point-là. Et on observe des vagues de départ chez ces jeunes-là, dans les 3-4 ans qui suivent leur sortie d'école en général, on en a de plus en plus comme ça qui quittent. Alors si on cumule avec le ventre qui est constitué des gradés d'actives, qui lui aussi, au bout de 17 ans, 20 ans de carrière, a tendance à partir et prendre sa pré-retraite. On a des vagues de départ depuis les années 2020 qui sont très importantes. Donc ça crée un trou à l'emploi chez des personnes qui sont particulièrement qualifiées parce que gradées. Et on fait sortir donc du monde, mais ce monde part aussi très tôt. Donc, on n'a pas le temps de les former pour devenir les futurs gradés. Ce qui fait qu'on a une institution qui travaille quand même pas mal à flux tendu, quoi. Alors, si on ajoute les contraintes opérationnelles sur le terrain qui sont très conséquentes, parce que la physionomie de la délinquance évolue de façon quand même vraiment spectaculaire, et je ne parle pas forcément des chiffres, je parle de la physionomie, c'est-à-dire le type de délinquance. Parce que les stats, on peut leur faire dire beaucoup de choses. Mais le fait est que la société est de plus en plus violente et nécessite souvent des procédures de plus en plus complexes. Donc, on se retrouve face à plus de violence, plus de stress et une charge procédurale qui ne cesse d'augmenter. Malgré des pseudo-volontés de la part du gouvernement de simplifier la charge procédurale, en réalité, c'est souvent tout le contraire qui se passe. Et là, je parle des forces de l'ordre sur le terrain en tant qu'enquêteur. Je parle pas parce que souvent les gens ils confondent et ils voient le CRS quand on parle force de l'ordre. Là, je parle du gendarme. C'est celui que vous appelez quand le jour où vous faites cambrioler, le jour où vous faites agresser, tout ça, l'enquêteur. Voilà, le jour où il y a une affaire de mœurs ou quelque chose comme ça. Et ben là, la tension est énorme. Et après, effectivement, pour toute la partie gendarmerie mobile. Et ça doit être à peu près pareil, je pense, dans la police chez les CRS.
il peut y avoir des contextes particulièrement tendus. Ils sont aussi soumis aux mêmes contraintes opérationnelles en termes de manque d'effectifs. Donc là aussi, ça peut être compliqué, mais eux, ils sont plus tributaires de la situation, on va dire, sociale du moment. Et par contre, ils peuvent être mis à rude épreuve s'il y a s'il y a des tensions sociales qui commencent à devenir très importantes. Ce que j'avais dit une fois, ce que j'avais souligné, c'est que les forces de l'ordre seraient vraiment en tension extrême si un jour les tensions sociales partaient des dom-toms, puisque là, il va falloir projeter beaucoup d'escadrons. Comme on a vu par exemple en Nouvelle-Calédonie, on est parti d'un effectif permanent de 7 escadrons sur place, on est passé à 20. Si dans le même temps, en métropole, c'est le chaos, là, compte tenu, on va dire, du contexte global pour les forces de l'ordre, ça peut être extrêmement tendu, ça c'est sûr. C'est quelque chose qui est à prendre en considération. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes entre les normes de recrutement chez la police nationale et chez la gendarmerie nationale. C'est un peu, on voit bien que le niveau aussi diminue et il y a un manque effectivement de personnel. Je voudrais vous poser une question à tous les deux parce que Ronald, vous avez évoqué le cas donc de Dieudonné, ce qui s'est passé là vers la fin du mois de juillet. Si vous étiez toujours en poste tous les deux et que donc le préfet vous avez mandaté donc pour aller arrêter justement le spectacle de Dieudonné. Quelle aurait été votre attitude? Alors, moi, j'étais gendarme de base en brigade, donc j'avais un commandant de brigade. Mais si j'avais été commandant de brigade, cet arrêté, je ne l'aurais pas mis en application parce que le préfet n'est pas mon autorité. Le gendarme à son autorité, c'est-à-dire son commandant de brigade, son commandant de compagnie, son commandant de groupement, etc., le commandant de région, etc. Le gendarme n'est pas mis sous les ordres du préfet. Le préfet prend des arrêtés, oui, d'accord, mais à ce moment-là, moi j'attends les ordres de mes autorités. Donc je pense qu'une autorité gendarmerie aurait vu qu'il y avait une malfaçon dans cet arrêté préfectoral, et je pense qu'il n'aurait pas été mis en application, du moins comme cela. Il aurait fallu d'abord qu'il soit légalement notifié, et que la personne à qui on a notifié cet arrêté ait eu la possibilité de contester ou de ne pas contester, tout simplement. Donc non, je ne l'aurais pas fait. Moi, je sais que en activité de service, j'ai un maire qui était député et qui un jour a voulu me donner l'ordre de faire quelque chose. Je lui ai très jamais répondu, mais il a très vite compris que je prenais mes ordres de mon commandant de brigade et non pas de lui. J'ai mis les formes. Moi, en dehors de l'aspect purement légal, effectivement, qui est assez contestable, et comme l'a précisé Ronald tout à l'heure, en plus, ils veulent faire un arrêté préfectoral, ils veulent le faire respecter alors que ça se déroule chez quelqu'un. Bon, c'est pas la première fois que ça lui arrive entre parenthèses. C'est la première fois que ça lui arrive. Mais en dehors de cet aspect-là, je pense que c'est même pas l'aspect légal qui m'aurait freiné. Moi, c'est plutôt l'aspect, on va dire, idéologique. Le fait d'interdire à une personne de s'exprimer, moi, c'est quelque chose qui me dépasse en fait. Alors certes, dans la Constitution française, c'est marqué qu'on est libre de s'exprimer. Je crois que c'est l'article 10 du préambule. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, plus précisément, l'article 10. Voilà, on peut s'exprimer librement, mais dans les limites imposées par la loi. Ça, c'est le petit tour de passe-passe maçonnique. Et certes, c'est marqué ça, mais pour moi, je veux dire, c'est quand même, ça me paraît dément que on utilise les forces de l'ordre juste pour empêcher quelqu'un de parler, quoi. C'est dingue. Il s'adresse à un public, il parle, quoi. Ok. Et alors, sans parler des notions d'antisémitisme et tout ça, parce que là encore, et on le voit ces derniers temps à ce sujet, on joue beaucoup avec les mots, les amalgames. Et ce mot n'a presque plus aucun sens aujourd'hui, tellement il est utilisé à tort et à travers. Et donc,
moi, c'est quelque chose, bon, à ce niveau-là. Après, est-ce que j'y serais allé ou pas? Ben non, j'y serais pas allé. Très probablement, ça aurait occasionné des sanctions que j'aurais prises avec plaisir, avec honneur même, je pense, comme je l'ai fait pendant la période Covid, hein, de toute façon, puisque le débat était à peu près le même. On était sur un débat d'ordre idéologique et non de respect des lois. Parce qu'en réalité, que ce soit pour le Covid ou pour l'affaire Dieudonné, ben, on s'aperçoit que c'est très facile de faire intervenir les forces de l'ordre à partir du moment où on a créé les lois pour. Voilà. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le fondement de la loi. Est-ce que cette loi est juste? Est-ce qu'elle est humaine? Est-ce que justement, si on veut jouer sur les droits de l'homme, est-ce qu'elle n'est pas une entrave à nos droits naturels? Voilà. Alors pour Dieudonné, c'est la liberté d'expression qui est impactée comme droit naturel. Pour le Covid, c'était aussi le libre choix de disposer de notre propre corps. C'était aussi la liberté d'aller et venir, parce qu'il y avait c'était forcément, c'était lié aussi la vaccination au QR code et donc au déplacement. Mais moi, c'est ça en fait dans le fond qu'il faut combattre, je pense. Et donc c'est en ça que je l'aurais refusé. Et ça m'avait valu d'ailleurs en gendarmerie à l'époque du Covid de me disputer très sérieusement avec un collègue à ce sujet-là, puisque j'étais en école. Et j'avais dit à ce collègue qu'il était hors de question, moi, que si j'avais été sur le terrain, que je fasse respecter cette histoire de confinement et de présentation de QR code et tout ça. Et il m'avait dit, bah, t'as plus rien à faire chez nous. Alors si tu et je lui avais dit non, c'est pas ça. C'est que je pense que l'institution, normalement, elle devrait servir des causes plus nobles, liées à ce qu'est la France, normalement, culturellement et historiquement, et que là on a tellement dévié que vous êtes aveuglé, vous regardez plus le fond des choses, là, vous exécutez bêtement, et on l'a vu dans l'histoire, il y a des gens qui ont fait ça, et ils disaient ben, je ne faisais que faire mon travail. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Être adulte et être responsable, c'est voir plus que faire son travail, c'est aller au-delà des choses. Ah, sinon, on est quoi? On est des petits exécutants, des enfants, on est infantilisés de toute façon, mais volontairement, hein, mais c'est pour en arriver à des situations comme ça. Et ça me fait dire que sur ce type de choses-là, d'ailleurs, moi, si ça avait dû se produire, je sais que on m'aurait pas mis sur un truc comme ça parce que ça aurait foutu la merde. Et là, on a envoyé un chef d'escadron qui est une femme, donc c'est un chef d'escadron, c'est le grade pour dire commandant. Donc ça veut dire qu'à mon avis, elle est commandant de la compagnie. Donc on a fait venir sur place le super chef local, voilà, pour faire ça, juste pour dire à quelqu'un d'arrêter son spectacle, quoi. Ça nous montre un petit peu l'ampleur on fait d'un petit épiphénomène tout un phénomène national. Alors en quoi le rôle de l'armée est essentiel? Et là, je voudrais revenir sur la vidéo de Marc-Jean Clerval, qui a lancé un appel aux généraux français. Vous avez relayé d'ailleurs cette vidéo. Qu'est-ce que vous en avez pensé d'abord de cet appel dans un premier temps? C'est un ancien militaire, hein, je crois, Marc-Jean Clerval. Qu'est-ce que vous en avez pensé déjà dans un premier temps? Est-ce que l'armée a véritablement un rôle à jouer aux côtés des citoyens français? Voilà. Oui, alors on parlait donc de Marc. Alors Marc, j'ai énormément apprécié les 3 vidéos, parce qu'il en a fait 3. Et j'ai réussi à entrer en contact avec lui. Hein, donc c'est un adjudant-chef de l'armée. Ça, c'est le côté quand j'ai dit oui. Et quand je dis non, pour l'armée, elle est chargée de défendre la nation, le peuple, mais elle n'est pas chargée d'agir en tant que force de l'ordre à l'intérieur du pays. Hein. Et donc, le jour où on fera intervenir l'armée à l'intérieur du pays pour, par exemple, prêter main forte aux forces de l'ordre, c'est la révolution. Hein. C'est pas possible. Bon, les militaires, en plus, ne sont pas formés pour le maintien de l'ordre. D'ailleurs, comme a soulevé tout à l'heure François, lors des différentes manifestations, que ce soit Gilets jaunes ou les manifestations, enfin pour tout ce qui s'est passé récemment, en manque d'effectifs
Sarkozy a supprimé pas mal d'escadrons de gendarmerie. Les escadrons de gendarmerie, ce sont des gendarmes mobiles qui sont formés au maintien de l'ordre, justement. Et on a mis sur le terrain des gendarmes de brigade, des policiers de commissariat qui n'ont rien à voir avec le métier de CRS, par exemple. Et c'est là que on rencontre de gros problèmes. Ce sont des gens qui ne sont pas formés pour ça et qu'on met sur le terrain. Donc non, l'armée n'a pas à voir avec les forces, avec le maintien de l'ordre, à mon point de vue. Je ne sais pas ce qu'en pense François. Oui, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Ronald. Effectivement, l'armée en général, l'armée de terre en particulier, ils ne sont pas en fait taillés, pas taillés, mais ils sont pas équipés, ils ont pas les moyens pour réguler, intervenir dans le rétablissement de l'ordre sans occasionner de gros dommages. Ils sont équipés pour détruire, neutraliser. Voilà. Éventuellement, ils ont des missions qui consistent à faire du renseignement ou autre, ça oui. Mais dès qu'il est question d'employer la force, il y a un déséquilibre majeur. Justement, toute la particularité des forces de l'ordre, c'est être en capacité de pouvoir rétablir une situation, mais en conservant justement le cadre légal qui permet de faire cette action dans le respect des droits et dans le respect de la personne. Si on envoie l'armée pour une confrontation directe en face à face, ça se transforme en guérilla et en guerre civile. On sort du champ du droit commun et à ce moment-là, voilà, c'est la loi du plus fort. Et effectivement, ce sera l'armée qui l'emportera. Là, il n'y a pas de solution. Mais si on en arrive là, ça veut dire qu'on est dans un scénario de quasi-guerre civile. Alors, c'est pas vraiment de la guerre civile, mais c'est à deux doigts. Parce que guerre civile, il faut qu'on ait plusieurs partis qui se battent pour un changement de modèle et de gouvernement. Donc là, dans cette perspective-là, si c'est juste une perspective de rétablissement de l'ordre, envoyer l'armée, c'est pas tout à fait une guerre civile à proprement parler. Mais par contre, quand on ira au résultat dans les cités, ce sera pareil. Enfin, comme si, c'est-à-dire que ils feront de la destruction. À quoi bon, si vous voulez, mélanger le cadre légal et l'armée? Qu'est-ce que ça va apporter de plus? Donc, il y a des tas de choses à faire simultanément, en réalité. Envoyer simplement l'armée comme ça, voilà, bon, à mon sens, c'est faire plaisir, c'est assouvir le fantasme des gens, mais il n'y a rien de sérieux. On peut pas... Mais pourquoi, pour en revenir à ces vidéos de Marc Jean Clerval, pourquoi un ancien militaire lance un appel comme ça à des généraux? Alors j'ai regardé une interview de lui où il émettait le fait qu'il n'y aurait pas de coup d'État militaire, que ça c'est inenvisageable, hein, c'est un scénario qui n'arrivera pas. Mais lui, ce qu'il veut, c'est plus un soulèvement de la population. Alors comment ça pourrait se passer d'abord? Et puis il évoque aussi la possibilité pour Emmanuel Macron d'invoquer l'article 16, par exemple. Moi, j'ai apprécié énormément les discours de Marc. Et il faut que, d'ailleurs, on a beaucoup d'autres militaires qui pensent comme Marc, et y compris des officiers et des officiers généraux. Malheureusement, ce qu'on nous montre à la télévision à l'heure actuelle, j'appelle ça des généraux de plateau, hein, qui vont dans le sens du président Macron. Et c'est qu'exprime Marc, beaucoup de militaires le pensent, mais ce n'est pas l'armée qui va déclencher un renversement d'État ou un soulèvement, absolument pas. L'armée, elle pourra soutenir le peuple, oui, mais c'est au peuple de se bouger. C'est même pas à nous, gendarmes. Nous, on est là pour faire respecter les règlements et les lois, pour protéger la population, pour l'encadrer. D'ailleurs, le gouvernement, à l'heure actuelle, en revenant sur les forces de l'ordre, use ces forces de l'ordre à mauvais escient. Manifester est un droit constitutionnel et les forces de l'ordre sont là pour encadrer, j'ai pas dit pour interdire, pour encadrer.
une manifestation pour empêcher qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait de la casse, qu'il y ait des blessés, de la bagarre, etc. C'est le rôle des forces de l'ordre à ce moment-là. Mais manifester, c'est exprimer un droit constitutionnel, tout simplement. Ouais. Voilà. Donc Marc a raison. Ce n'est pas l'armée qui va se soulever, hein, mais par contre, elle pourra venir en soutien à la population le jour où la population va se réveiller. Elle se réveille d'ailleurs, elle commence à se réveiller. Et ça, je le vois au nombre de lecteurs que nous avons sur Profession Gendarme et au nombre de commentaires. J'ai quand même près de 390 000 commentaires sur le site. Hein. Un mot justement, comme vous dites que vous avez le sentiment que la population est en train de se réveiller. On a eu un appel à la mobilisation pour le 10 septembre là prochain. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement dont on ne connaît pas vraiment l'origine finalement? Les médias de masse en parlent beaucoup, relayent beaucoup cette information, mais on ne sait pas qui est derrière ce mouvement. Alors les Gilets jaunes appuient également. Qu'est-ce que vous en pensez, François? Alors, je m'oppose pas à tout mouvement contestataire quel qu'il soit, parce que je me dis qu'à partir du moment où il y a des émergences comme ça spontanées dans la population, bah, c'est signe quand même qu'il y a un éveil. Ça, c'est première grille de lecture. Deuxième grille de lecture, c'est quel type de mouvement, quelle nature, et effectivement lancé par qui. Donc là, c'est là qu'il faut regarder d'un peu plus près. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'on retrouve le même type de structure désordonnée. En fait, c'est pas une structure, c'est une absence de structure. C'est-à-dire que il y a des groupes qui émanent ça et là, à droite à gauche, avec des revendications qui leur sont propres. Donc, on se retrouve sur un modèle gilet jaune bis repetita, mais en mode un peu moins spontané, j'ai l'impression. Ce qui est étonnant, c'est que je suis allé voir un petit peu sur les canaux, les divers réseaux sociaux, les groupes qui se sont constitués et ce qui s'y dit. Et c'est vrai qu'on voit déjà beaucoup de groupes qui ont une connotation anticapitaliste et probablement antifa qui se forment. Donc là, moi, c'est ce que je regarde de près. Avec des revendications qui sont somme toute assez superficielles, puisque pour la plupart, alors c'est très diffus. Alors il y en a, c'est pour carrément la fin du capitalisme et tout, mais quelque chose de complètement utopique en réalité qui n'est pas réalisable, puisque on peut pas envisager un modèle politique comme ça en le dissociant complètement du contexte géopolitique et faire voilà, c'est ubuesque un petit peu. Et puis il y en a qui sont dans des revendications, on va dire plus terre à terre, mais on est dans l'ordre de la consommation, des revenus, des baisses des coûts de l'énergie, des choses comme ça. Alors c'est un peu compliqué, c'est un peu diffus. Qu'est-ce que je remarque? C'est que il y a un mouvement qui se crée, qu'en réalité il n'y a pas d'objectif défini. Or, pour avoir une action, et ça n'importe quel chef le sait, si on veut atteindre un but et qu'on veut le faire avec efficacité, il faut déjà définir l'objectif. Voilà, sinon on n'y arrive pas. Donc là, il n'y a pas d'objectif clair. C'est un peu nébuleux. Et puis, quand on voit des revendications, effectivement, parfois elles sont un peu contradictoires. Elles sont déjà très politisées, j'ai l'impression. Alors, on veut pas de politique, mais on est là, attention, il faudra filtrer. Je lis ce qui se dit sur Telegram et tout ça là. Il faudra filtrer les fachos, machin, enfin tout le tralala. On retrouve pas mal de discours un petit peu d'extrême gauche. Donc c'est complexe. Après, il y a le fait qu'on donne la date à l'avance, comme tu l'as dit. C'est un peu particulier. Alors certes, il faut que les gens ils assimilent. Quand tu t'adresses aux masses, il faut que ça puisse imprégner. Donc je suis assez d'accord avec ça. Pourquoi pas? Mais c'est un peu suspect. Quoi qu'il en soit, objectivement, ça peut toujours servir au gouvernement de baromètre. C'est-à-dire qu'on peut lancer un pseudo-mouvement comme ça et puis voir et prendre la température pour mieux justement s'adapter. Ça, c'est une évidence. Après, septembre,
c'est la rentrée. Les gens sortent de vacances, reprennent le travail, ils sont dans les préoccupations du quotidien. Il y a les fiches d'imposition, il y a les frais à faire pour la rentrée, tout ça. Est-ce que c'est le moment idéal pour demander aux gens d'être résilients, donc d'arrêter de prendre leur voiture, de consommer du carburant, d'arrêter de faire leurs achats ou des choses comme ça? Et puisqu'on parle de résilience, un tel mouvement, là je parle de l'idée du mouvement de boycott, parce que c'est aussi ça quand même qui est un peu la nouveauté par rapport aux Gilets jaunes. Un tel mouvement fonctionnera, mais uniquement sur la longueur. Ou alors, par le biais d'une organisation extrêmement pointilleuse et précise. C'est-à-dire qu'on est capable de cibler, par exemple, un secteur économique particulier et de dire, voilà, tel jour, de tel jour à tel jour, par exemple, sur 3 jours, arrêt total de la Française des Jeux. On arrête de jouer. Voilà. Et là, la perte, elle se chiffre en plusieurs millions. Mais pour en arriver là, il faut d'abord avoir, aggloméré suffisamment de monde, fédérer suffisamment de monde autour de soi. Il faut que les gens adhèrent, hein, et il faut qu'ils soient tous d'accord. C'est pas simple quand même. Et en dehors de ça, quand tu regardes les secteurs qui sont les plus impactables entre guillemets sur le plan économique, ceux qui pourraient faire le plus de mal et qui pourraient contraindre le gouvernement dans un rapport de force économique, ce sont tous les secteurs liés à l'addiction. Donc, alcool, tabac, Française des Jeux, et puis les secteurs aussi qui sont liés à nos besoins du quotidien, comme par exemple l'énergie, le carburant, donc carburant pour se déplacer, électricité. Et c'est là qu'on retrouve en fait les plus grosses mannes financières. C'est là où ils sont le plus d'argent, et c'est les secteurs dont il est le plus difficile de se séparer. Alors, on est peut-être capable à petite échelle pour certains de le faire pendant longtemps, mais sur la masse, ça me paraît un peu compliqué. Après, il y a l'histoire des retraits bancaires, pourquoi pas. Mais je pense qu'un tel mouvement, il gagnerait, en tout cas en efficacité, si on ciblait des jours, des périodes courtes, mais qui seraient plus acceptées par la foule. Et dire, voilà, tel jour, hop, tout le monde retire en liquide tout ce qu'il peut retirer en liquide. Et puis tel jour, pour les fumeurs, c'est pas évident, mais ils vont se faire une journée sans fumer, etc. Mais pour ça, il faut réussir à fédérer du monde. Et tout ce que je dis là, c'est très difficile à atteindre comme objectif. C'est pour ça que sans tête, sans coordination, sans objectif et sans après stratégie, parce qu'après, une fois qu'on a obtenu, par exemple, la reddition d'un gouvernement, il dit OK, d'accord, on va discuter. Il faut prévoir l'après. Est-ce qu'on peut prévoir l'après avec des gens qui disent ouais, pas de politique, pas de leader, pas de machin, ça recommence comme les gilets jaunes. Mais je suis désolé, mais il va se repasser la même chose. Donc ce qu'il faut, je pense moi que c'est plus une affaire de temps. Le mécontentement monte. Ce genre d'opération, quoi qu'il en soit, participe à la montée du mécontentement puisqu'elle la popularise et elle la médiatise. Tant mieux. Mais c'est pas, à mon avis, cette opération-là qui va changer les choses. En revanche, le fait que ça s'agglomère de plus en plus et que les secousses sismiques se rapprochent de plus en plus les unes des autres, on arrivera peut-être à un moment à un grand foutoir général. Mais la question, c'est qu'il faudrait quand même réussir à arriver à ce moment-là avec un relais crédible, quoi. Un conseil que ce soit Conseil national, que ce soit, on peut l'appeler Conseil national de résistance, Conseil national de transition ou quoi, mais il faut une équipe qui pense, qui soit administrativement prête et qui fasse relais, quoi, au cas où. Voilà, c'est moi, ça me paraît. Après, tout le reste, tout ce qui est mouvement comme ça, désordonné, pas coordonné, rien, je suis très sceptique. En revanche, c'est vrai que là, actuellement, les services de renseignement, ils doivent se faire plaisir puisqu'ils ont ça leur permet d'avoir les retours aussi, hein, les indicateurs. Derrière, il y a peut-être des provocateurs qui créent certains fils, certains réseaux et tout. Et puis, ça permet d'engranger les gens qui vont s'exprimer et de savoir ce qu'ils pensent réellement, ce qu'ils veulent réellement. Ce qu'ils envisagent, est-ce qu'ils envisagent des actions violentes ou pas, voilà, ça permet aussi de mieux cerner la psychologie des masses et du peuple.
Voilà, Je vais vous donner la parole, Ronald, mais juste pour ajouter quelque chose. En plus de cet appel à la désobéissance civile, au boycott et à la grève, moi j'ai vu hier aussi un appel. Alors ça s'appelle Appel général au peuple de France pour obtenir la démocratie directe. Et là c'est pas signé non plus. On ne sait pas qui est derrière. En tout cas, à la fin, il termine en disant nous ne voulons plus élire, nous voulons décider. Donc il y a aussi un autre mouvement qui se greffe à tout ce qui est déjà émis, en tout cas par, je sais pas, tous ces collectifs. Ce sont des collectifs citoyens. Enfin, on ne sait pas encore. C'est assez flou. Ronald, je vous donne la parole. Allez-y, je sais que vous voulez réagir. Oui, je rejoins totalement ce que vient de dire François, mais je voudrais faire une précision. J'ai relayé cet appel au 10 septembre, mais il faut savoir, et je le dis là publiquement, c'est que ceux qui ont lancé cet appel ont depuis fermé leur site. Alors, il y a de quoi se poser des questions, effectivement. Alors, je pense qu'il se passera quelque chose le 10 septembre, ça, c'est certain. Il va y avoir un peu partout, éparpillé en France, des groupes qui vont se réunir, style Gilets jaunes. Et je rejoins ce que dit François. Les Gilets jaunes n'ont pas perdu tout, non. Mais ils ont perdu, justement, parce qu'il n'y avait pas d'organisation, parce que il n'y avait pas de chef. Tout le monde était le chef, quoi. Or, il faut savoir que dans tout mouvement, dans toute manifestation, d'ailleurs, les forces de l'ordre et les renseignements le savent très bien, il faut toujours un meneur. Il y a toujours un meneur. En parlant de cette mobilisation, au départ, elle a été soi-disant menée pour contrer en fait le budget, en fait, la loi les coupes, pour dénoncer les coupes budgétaires du gouvernement. Et en parlant de budget, j'aimerais qu'on évoque justement la loi de programmation militaire qui lui bénéficie d'un budget, ce qu'ils qualifient de budget historique, qui est de 413 milliards d'euros. Alors la loi, elle a été adoptée en juin 2024 à l'Assemblée nationale. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, en mai 2023, avait déjà déclaré, je le cite, « La loi de programmation militaire cherche à traduire une conviction simple, la seule qui vaille, les menaces qui pèsent sur la nation française n'ont jamais été aussi diverses et protéiformes que depuis la guerre froide. » À quoi sert cette loi exactement? Je vous vois sourire, Ronald. Oui, effectivement, je suis obligé de rire, et je ris quand j'entends ce genre de discours. La France n'a jamais été menacée par qui que ce soit à l'heure actuelle. Les menaces, elles viennent de l'intérieur du pays, justement, en ce moment, mais elles ne viennent pas de l'extérieur du pays. Alors, bien sûr, c'est le discours de Macron qui voudrait faire sa guerre. Mais Poutine, pour parler de lui, n'a jamais menacé ni l'Europe, ni la France, et encore moins la France. Historiquement, la Russie et la France sont liées par l'histoire, hein, et elles sont liées depuis des décennies, voire des siècles même, on pourrait dire. Faut pas oublier, et ça, peu de gens s'en rendent compte, la libération qu'il y a eu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la fin, c'est pas tout à fait la fin, mais et que les nazis aient été battus, c'est pas le débarquement de Normandie qui a fait, bon, ça a aidé, mais il faut savoir que en nombre de morts, il y a eu 23 millions de Russes qui ont perdu la vie contre les nazis, 23 millions. Il y a à peu près entre 400 et 500 000 Français. Il y a moins de 800 000 Américains. Alors, qui a libéré la France? D'autre part, quand les Américains ont débarqué, et heureusement que De Gaulle était là, les Américains, c'était pas libérer la France qu'ils voulaient, c'était l'occuper, justement. Hein, quand ils avaient fait leur fameuse monnaie, et ils voulaient mettre un gouvernement en place. C'est ce qu'ils voulaient faire, et c'est ce qu'ils font dans tous les autres pays qui sont entrés en guerre. L'Amérique a été mêlée, on ne sait pas à combien de guerres. Voilà. Donc, qu'on arrête de dire que les Russes sont contre nous et qu'on risque quoi que ce soit. Mais
c'est risible. Et on n'a que des généraux de plateau pour sortir cela. Hein. Le général de la Warde ne le disait pas du tout. D'ailleurs, il est allé, il y a quelques mois avant son décès, il est allé en Russie constater sur place, voir ce qui se passe, comment. Aujourd'hui, avec le PIB, la France vit moins bien que les Russes aujourd'hui. Alors, c'est vrai, quand on parle de la Russie, les gens font la confusion avec l'URSS. Bon, l'URSS, c'était un pays communiste où les libertés, il n'y en avait pas, il y avait les goulags, il y avait tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, ce pays-là, il est quand même, ils ont une monnaie qui est forte et qui est en train de forcir, et c'est le dollar qui est en train de tomber. Hein. Et alors l'euro, n'en parlons pas. Hein. Voilà ce que je pense. Merci Ronald. François. Oui, bien évidemment. Enfin, quand on fait de la géopolitique sérieuse, c'est sûr que on se rend compte que la Russie n'a aucun intérêt à engager un conflit de haute intensité contre l'Europe. Il y a aucun intérêt. Il serait plus perdant, pas sur le plan militaire, mais sur le plan économique et autres. Ça les desservirait. Il y a aucun intérêt à ça quand on creuse la question. En revanche, nous, on a intérêt à affaiblir la Russie, effectivement. Quand je dis nous, c'est l'Europe au sens progressiste, universaliste, c'est-à-dire l'Europe et aussi les néocons américains et tout le reste. Alors avec Trump, ça a un petit peu fait évoluer la donne, ça a un petit peu changé la donne, mais effectivement, si on regarde l'expansion de l'OTAN et du reste, on s'aperçoit que finalement la menace, l'agression et la pression, elle vient de notre côté, elle vient pas du côté russe. La Russie, c'est plutôt un pays qui est centré sur ses intérêts, on va dire. Alors certes, ils sont présents à l'étranger, sont de plus en plus présents en Afrique, y compris les Chinois, mais là encore, ce sont d'autres enjeux, d'autres impératifs. Mais en ce qui concerne l'Europe, il y a pas de menace russe. Je veux dire, c'est une fiction. Et c'est une fiction qui a été développée justement dans le but d'entretenir cette politique d'agression menée par les hommes politiques actuels, par l'Europe actuelle et par en fait les puissants. Parce que quand dire les Américains, non, en réalité les États-Unis ne sont que le marchepied de cette élite mondialiste apatride, progressiste, universaliste. Qui forment le bloc atlantiste. Mais ça change. Avec Trump, ils ont été considérablement affaiblis. Et aujourd'hui, leur marchepied, ça devient l'Europe qui se retrouve un petit peu plus enclavée. Ce que j'avais dit lors de notre émission qu'on avait fait au moment de l'investiture de Trump. L'élection de Trump. Oui, voilà. J'avais dit que à l'époque, que l'Europe allait de plus en plus se retrouver isolée sur la scène et qu'elle allait en fait s'enfermer dans sa propre politique, ce qui fait que sa propre politique, c'est quoi? C'est une politique d'agression vis-à-vis de la Russie et que par conséquent, ayant été supportée jusqu'à présent par les États-Unis sur le plan militaire, stratégique, voire financier, aujourd'hui, elle est délaissée, ou du moins l'équilibre des rapports a changé. Et elle va être obligée de faire le travail elle-même, ce qui va nous être énormément préjudiciable. Là, je répète ce que j'avais dit en 2024. Aujourd'hui, on y est, et c'est ce qui se passe. Et on le voit à travers les financements, la loi de programmation militaire, les milliards qui partent à l'Ukraine, donc les 413 milliards dont tu viens de parler, qui sont en réalité 413 milliards répartis sur 6 ans et demi, mais qui visent à préparer justement les armées françaises à être opérationnel dans le cadre d'un conflit de haute intensité. Ça veut dire changer de structure, changer la nature des investissements, s'intéresser à des domaines sur lesquels on a énormément de retard. Donc c'est tout ça, la loi de programmation militaire. Et quand on regarde, c'est une simple mise à niveau
qui est prévu et qui est échelonné sur la période jusqu'à 2030-2035, date à partir de laquelle on se considérera opérationnel pour un conflit de haute intensité. Les mêmes types de politiques sont menés dans les autres pays européens et qui plus est, on parle des milliards injectés par la France dans sa propre politique, mais il ne faut pas oublier aussi les 812 milliards injectés par l'Europe dans la politique de la défense qui vont être financés par les États européens. Ils sortent pas de nulle part, ces 812 milliards. Donc, ça fait des milliards et des milliards qu'on met pour se remettre à niveau et surtout pour s'émanciper de l'ex-protecteur qu'étaient les États-Unis, parce que les États-Unis de Biden et puis les États-Unis tels qu'ils auraient été voulus par Hillary Clinton si elle était passée autrefois, c'était les États-Unis qui continuaient à cette politique d'agression face à la Russie. Et c'est simplement la logique de la conquête du Heartland, hein, c'est-à-dire celui qui conquiert l'Eurasie est le maître du monde. Hein. C'est Brzezinski qui l'écrit. Donc là, voilà, on est là-dedans. Et effectivement, on se retrouve avec une France qui va devoir investir beaucoup de milliards, rattraper beaucoup de temps de retard aussi. Et ça, on le voit à la lecture de la loi de programmation militaire. Alors le retard, il se situe à plusieurs niveaux. Je mettrai d'ailleurs le dossier parce qu'il est accessible à tous. Hein. Il fait en plus qu'une douzaine de pages et donc c'est détaillé par secteur, je vais dire, le nombre les milliards qui seront attribués aux munitions, à l'équipement de drones par exemple, oui. Aux réservistes parce que là il faut avoir de plus en plus la loi est disponible sur Légifrance de toute façon puisque c'est une loi. Donc, qui veut aller la consulter peut lire sur Légifrance, il n'y a pas de problème. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes. Il y a la loi en elle-même, effectivement, mais qui peut être un peu laborieuse quand on n'a pas une formation de juriste pour la lire. Et puis, à la fin du texte, il y a une annexe qui, elle, est purement littéraire, qui est très intéressante et qui définit les grandes stratégies. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est une forme de synthèse d'utilisation de la loi qui précède et avec les grandes orientations stratégiques. C'est même surprenant d'ailleurs de les dévoiler comme ça, mais c'est au regard de la loi que c'est fait. Et oui, ce qu'on voit en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les lacunes à combler par le biais de cette loi. On voit aussi la nature de l'orientation politique que veut prendre la France par le biais de cette loi. Parce que tu as parlé de réservistes, mais effectivement, quand on décortique la loi, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une volonté d'augmentation des effectifs d'actifs, parce qu'on sait déjà que ça va être très compliqué dans la réalité, parce que tout comme la gendarmerie, on en parlait tout à l'heure, l'armée de terre, l'armée de l'air aussi, on connaît des difficultés de recrutement. Et ça, c'est dû à la fragmentation sociale. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui sont réellement patriotes, qui sont nationalistes et qui veulent s'engager et aller jusqu'au sacrifice suprême pour défendre, et ça se comprend parfaitement, hein, pour défendre en fait un concept de nation qui devient de plus en plus flou. Aujourd'hui, on sait plus ce que c'est la nation presque. Quand on prend un jeune, voilà, il est perdu, c'est normal. On est tellement communautarisé, fragmenté. C'est très compliqué de s'imaginer un bloc soudé. Et, voilà. Et en plus, il y a tellement un reset qui est fait sur l'héritage culturel, tout ça, qu'ils sont pris à leur propre piège de ce côté-là. Ça, on peut l'évoquer comme ça. Mais ce qu'on constate, effectivement, c'est qu'il y a un doublement de la réserve opérationnelle qui est envisagé. On veut passer de 60 000 actuels à plus de 200 000 d'ici 2030. Donc, c'est même plus qu'un doublement. Et ça, c'est typiquement la configuration d'une armée qui se prépare à un conflit de haute intensité parce que on envisage l'implication en fait de la population. Alors là, on est dans l'appel potentiel des hommes à aller sur le front. Donc, augmentation de la réserve, c'est un peu calqué sur le modèle israélien, mais avec quelques subtilités. Et donc là, voilà, on voit ça. Et puis après, il y a effectivement l'armement. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de retard à rattraper. Et alors forcément, le point de comparaison majeur, c'est la Russie. Et on s'aperçoit que ce soit en matière notamment de missiles, technologie hypersonique, IA ou autre, il y a beaucoup de retard. Si on prend l'hypersonique, on a 5 à 10 ans de retard, à peu près. On est dans cette fourchette-là. Alors, on vient de lancer le premier planeur hypersonique français là, qui s'appelle VMAX, donc qui est à titre expérimental.
mais le temps on va dire de le fiabiliser et de le rendre opérationnel, il va falloir compter encore quelques petites années. Et bon, c'est un planeur hypersonique qui atteint des vitesses supérieures à 5000 km/h, mais on est loin du système avant-garde russe qui atteint Mach 20 dans les mêmes technologies. Voilà. Donc on a l'IA aussi, par exemple, le secteur de l'IA qui est un secteur énormément actuellement qui se développe énormément dans le milieu militaire. Et là encore, on se rend compte que la France a un problème majeur qui est le problème de la dépendance, notamment vis-à-vis des États-Unis, en matière de sous-traitance, de cloud, etc. On n'est pas totalement autonome à ce niveau-là. Donc, il y aurait plein de problèmes à régler pour être effectivement opérationnel. Sachant que les Russes, eux, sont dans le concret déjà depuis quelques temps et qu'ils ont déjà le matériel et l'économie qui est lancé dans ce sens-là. Et les récents accords qui sont passés entre Van der Leyen et Trump, d'ailleurs, n'arrangent rien à cette dépendance au système américain, puisque on voit que Trump s'est arrangé pour que l'Europe achète de l'armement américain maintenant. Donc on est toujours quand même plus ou moins tributaire. Et l'Europe, j'en ai bien peur, est toujours cantonnée à ce rôle de champ de bataille finalement. Parce que s'il y avait un conflit de haute intensité, c'est un peu ce qui se passerait. Mais en tout cas, dans cette loi de programmation militaire, ce qu'il est dit, c'est que c'est aussi une manière de lutter contre les menaces. Alors, la menace russe, certes, mais il y a aussi la menace djihadiste internationale, la stratégie aussi de la Chine. Alors ça, visiblement, la France a énormément peur de la Chine et de sa modernisation, de la modernisation de son appareil militaire. Et puis, j'ai aussi retrouvé, ils dénoncent la menace de l'accélération des effets du réchauffement climatique. Donc, je savais pas que ça entrait dans le cadre de la loi de programmation militaire. Voilà. Oui, alors ça fait partie du sketch de toute façon. Au même titre qu'il doit bien y avoir un volet à un moment sur l'inclusivité aussi dans les armées, je crois. C'est une façon de s'étiqueter et puis de revendiquer le modèle qu'on veut défendre, je pense. Alors, s'ils veulent faire la guerre avec des vélos et des chars qui marchent à l'énergie solaire, je leur souhaite bon courage. Hein. Ça va être compliqué. Et non, mais tout ça, bon là, ça c'est du blabla inutile parce que en temps de guerre, le réchauffement climatique, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est l'efficacité à détruire et il faut détruire mieux que l'ennemi et plus vite surtout. Donc et après derrière il y a la stratégie. Donc ouais, tout ça c'est drôle. Ben, c'est comme la Chine, hein. Il y a des interdépendances économiques en matière de sous-traitance de produits militaires avec les Chinois, hein, quoi qu'on en dise. Hein. On n'est pas autonome sur tous nos composants ou autres. Donc, mais comme tout modèle d'économie de guerre, et quelle que soit la période dans l'histoire, de toute façon, il y a le discours de façade pour envoyer les gens à la guerre, et puis il y a derrière les intérêts de l'économie et du business. C'est comme pendant la Seconde Guerre mondiale, où les Anglais ont trouvé des intérêts à faire durer certaines situations de guerre, ou vis-à-vis des Allemands ou autres, ou par exemple les Allemands ont été financés par les Américains dans la majeure partie de l'opération Barbarossa, que ce soit en termes de motorisation de leurs véhicules, en termes d'énergie, huile, pétrole, et même communication avec les entreprises comme ITT ou autres. Voilà, et je salue d'ailleurs le journaliste Jean-Louis Isambert qui a beaucoup écrit à ce sujet. Je mettrai le lien de ses livres et on en a fait d'ailleurs une émission parce que ça, c'est des choses que tout le monde ne sait pas, effectivement. Non, mais il faut le savoir. Ça, alors, moi, je les renvoie à Jacques Pauwels, l'historien qui a écrit le mythe de la bonne guerre. Qui démontre complètement ce mythe de la bonne guerre où les gentils Américains sont venus nous sauver. Non, les gentils Américains, en fait, ils ont fait du business avec les Allemands jusqu'à ce que les Allemands se cassent les dents sur la Russie, qui était leur principal ennemi aux Américains, finalement, la Russie, parce qu'ils craignaient beaucoup plus le communisme qu'ils ne craignaient le nazisme, parce qu'il était beaucoup moins compatible avec leur projet capitaliste et leur hégémon capitaliste mondial, leur projet d'hégémonie comme ça, que n'était le communisme. Donc la priorité, c'était au départ d'utiliser Hitler pour faire tomber l'URSS. Voilà, ça il faut pas l'oublier.
Et c'est là qu'on voit que dès la Seconde Guerre mondiale, on s'inscrit en fait dans la dynamique actuelle. Enfin, je veux dire, c'est que le prolongement de ce qui est aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le prolongement de l'histoire réelle de la Seconde Guerre mondiale. Ronald, j'aimerais vous faire réagir. Oui, je voudrais reprendre ce qu'a dit François en parlant de la réserve opérationnelle. C'est un bien joli mot, mais de quelle réserve on parle? Il n'y a plus de service militaire depuis Giscard, oui c'est ça, il n'y a plus de service militaire. Donc en supposant que, je ne vais pas dire embaucher, mais qu'on prenne les hommes, les civils à l'heure actuelle, et qu'on leur mette un uniforme, on leur met un fusil dans la main, ils n'ont aucun entraînement, ils n'ont rien. Et le général de Lavarde le disait, notre armée, elle est à l'os à l'heure actuelle. Prenons par exemple Poutine en Ukraine, il a un front de 1500 kilomètres et des centaines de milliers d'hommes. Nous, en France, on pourrait aligner notre armée sur 80 kilomètres et on a 72 heures au maximum de munitions. Au bout de 72 heures, on s'arrête, on n'a plus rien. Voilà. Donc voilà l'armée française aujourd'hui. Et s'il fallait revenir au temps de la conscription, remettre un service militaire en place, il faudrait de très nombreuses années pour réussir, parce que les casernes militaires, elles ne sont plus là, elles ont été vendues, elles ont été démolies, on en a fait autre chose, on n'a pas de caserne. Matériellement, on n'a rien. Donc, la réserve, ça me fait bien rigoler. On envoie un ticket aux citoyens lambda, allez, on part en guerre, vous venez. Mais il va faire quoi, le gars? On lui met un fusil dans les mains, il sait même pas par quel bout il faut le prendre. La réserve, en fait, ce sont des gens, des civils qui travaillent, qui ont un travail et qui donnent un temps à l'armée. Et donc, c'est un système qui est soutenu par l'État. Et d'ailleurs, l'employeur, quand il a un réserviste, il a une obligation de se soumettre à l'action de réserve de son employé s'il est réserviste. Donc, il doit s'y conformer. Donc, les réservistes, à chaque fois, ils font des temps comme ça dans l'armée ou dans la gendarmerie. On en a en gendarmerie aussi. Et donc, ils sont formés, mais ils sont formés sur des périodes beaucoup plus courtes, effectivement, et beaucoup moins bien que les professionnels. Par ailleurs, ils ne sont pas utilisés pour les mêmes missions en général, puisque ils n'ont pas le recul et la formation nécessaire. Moi, en gendarmerie, c'est plutôt pour des missions de surveillance de proximité ou des choses comme ça. Ils font des patrouilles, mais ils n'ont pas d'habilitation particulière. Après, ils téléphonent au gendarme d'actif qui vient et qui fait le reste du travail. Ou alors, ils ramènent les personnes à la brigade et puis ça s'arrête là. Moi, j'ai jamais été trop pro-réserve, justement, parce que pour moi, c'est pas une façon sérieuse de faire le travail. Et là, je parle pour la gendarmerie. Alors, ça va peut-être déplaire aux réservistes, mais quand j'étais au PJ et que je croulais sous les procédures complexes, j'aurais voulu un État qui soit capable de produire plus d'OPJ plutôt que de venir combler les effectifs avec des réservistes qu'on envoyait en patrouille, qui font le nombre sur le planning, sur le papier, mais qui, dans les faits, m'apportaient pas spécialement grand-chose. Voilà. Donc, c'est le problème soulevé par la réserve opérationnelle. Après, on voit de toute façon sur tous les conflits de haute intensité comme ça, on finit toujours par rappeler du monde de la société civile. Et dans la loi de programmation militaire, il y a bien ce passage qui parle des réquisitions, que ce soit des réquisitions de personnel ou de matériel d'ailleurs. Et c'est rendu d'autant plus, inquiétant que le prétexte maintenant, c'est on emploie le mot de menace. Hein, et une menace, ça peut être quelque chose de très vague. Là, on peut avoir recours aux réquisitions sur cette base-là, c'est un peu vague quand même. Donc oui. Et puis après, effectivement, donc là, comme l'a souligné très justement Ronald, l'armée française, elle serait incapable de tenir un front comme le front ukrainien actuellement, ça c'est sûr. Elle le sera peut-être jamais d'ailleurs. Mais il ne faut pas oublier que si il y a un conflit majeur qui est déclenché dans les 5 à 6 ans à venir, ça se fera sous forme de coalition.
ce sera pas la France seule. Ce sera la France, ce sera l'Allemagne, ce seront d'autres pays européens. Voilà. Et c'est toute la difficulté d'ailleurs de l'Europe, et tant mieux pour ceux qui ne veulent pas la guerre comme moi et qui ne veulent pas aussi de leur modèle de gouvernance, c'est que structurellement l'Europe est complexe parce qu'elle nécessite quand même que tous les pays se mettent d'accord autour de certaines questions. Est-ce que tout le monde sera d'accord pour engager un conflit direct avec la Russie? Je suis pas sûr. Et là encore, je me projette aux prochaines élections américaines. Effectivement, si on a quelqu'un d'aussi zélé que Joe Biden, par exemple, bon, la marionnette Biden, mais on va dire la structure qu'il y a derrière. Si on a des gens aussi zélés que ça qui arrivent au pouvoir dans 3 ans à peu près, puisque c'est 3 ans maintenant, ils vont préparer le terrain effectivement pour que dans ces 5 à 6 ans où nous serons opérationnels, il se passe quelque chose. C'est ça qui peut être dangereux en termes de projection. D'après ce que je comprends, d'après vos discours, en tout cas, ce que je comprends, c'est que le narratif qui est servi aux Français, c'est de les préparer en quelque sorte à un conflit qui pourrait arriver, un conflit militaire, une guerre. Donc on verra si ça aura lieu ou pas, mais en tout cas c'est ce qu'on nous répète sans cesse avec toutes ces menaces qu'on nous sert. Moi je voudrais vous faire réagir, Ronald, à ce départ finalement un peu précipité de Thierry Burkhardt, l'ancien chef d'état-major des armées, qui nous a fait un discours le 11 juillet dernier en nous rappelant, en insistant surtout sur la menace russe, et puis une dizaine de jours après qui annonce son départ. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ça? Personnellement, j'ai été surpris par son discours. J'estime qu'il a trahi le peuple et il a trahi ses hommes surtout, parce que c'était quelqu'un qui était apprécié par ses subordonnés, et beaucoup de ses subordonnés se sont exprimés, ont été étonnés de ce discours. Bon, c'est un discours qui va dans le cadre de ce que voulait Macron, et je pense, je ne crois pas qu'il a démissionné de lui-même. Je suis convaincu, mais c'est une simple opinion, je suis convaincu que après le bruit que son discours a fait, cela a déplu à Macron et que Macron l'a viré tout simplement. Pour moi, c'est ce que je pense. Je ne crois pas qu'il ait démissionné de lui-même. Il était programmé d'ailleurs pour faire 1 an de plus. Bon, maintenant le nouveau SEMA, le général de l'armée de l'air, on verra à l'usage qu'est-ce qu'il en est, je ne sais pas. Là aussi, on sait qu'il est très proche de Macron, qu'il a été, il n'y a pas très longtemps, il était colonel, il est passé général 2 étoiles, et le voilà arrivé 4-5 étoiles en vraiment un temps record. Donc il y a des questions à se poser. Mais je ne crois pas à la démission du SEMA, Burkhardt, absolument pas. Mais pour quelle raison, puisque quand même sa conférence de presse, elle est complètement dans le sens de ce que pense Emmanuel Macron. Donc pourquoi il aurait démis de ses fonctions? En tout cas, officieusement, pas officiellement. Moi, je pense que c'est Macron qui l'a démis de ses fonctions parce que le discours Macron ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une levée de bouclier telle qu'elle a eu lieu au sein de l'armée. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les généraux de plateau. Bon, et donc on a bien d'autres généraux qui n'apprécient pas Macron et qui n'apprécient pas le discours de Burkhardt. Burkhardt a quand même été nommé par Macron, comme SEMA. On a beaucoup d'autres généraux qui ont été nommés par Macron. Ils sont redevables à Macron, tout simplement. Mais de toute manière, ça a toujours été, quand un officier supérieur passe général, il faut qu'il aille dans le sens du gouvernement en place. Donc, si c'est un gouvernement de droite, il faut qu'il soit à droite. Si c'est un gouvernement de gauche, il faut qu'il soit à gauche. Et c'est aussi bête que cela. Mais je ne crois pas à sa démission.
Alors, on a les généraux de plateau et puis on a les autres aussi. On a les généraux qui ne sont pas invités sur les plateaux télé. Et là, j'ai lu votre article sur le général Coustou. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Alors, Coustou a fait l'objet, déjà, ils ont voulu le sanctionner parce qu'il avait signé la lettre des généraux de Place d'Armes. C'est tombé à l'eau et Coustou est une personne qui s'exprime ouvertement. Le devoir de réserve, c'est valable pour un militaire en activité de service et encore, personnellement, il y aurait beaucoup à dire sur le devoir de réserve car c'est quelque chose qui intrinsèquement n'existe pas. Car il n'est pas prévu par la loi, il n'est pas encadré par le législatif. Or, le devoir de réserve est laissé à la libre appréciation de l'autorité directement supérieure. Donc, pour moi, il faudrait déjà légiférer pour définir et donner un cadre à ce devoir de réserve. Donc, voilà ce qui est arrivé. Il a critiqué Macron, et à juste titre d'ailleurs. Prenons Dominique de la Warde, qui est décédé. J'ai été même étonné qu'il ne soit pas dans le petit bout de la lorgnette par le gouvernement, mais on a eu d'autres généraux qui ont été embêtés. Le général Picmal, par exemple, on a le général Antoine Martinez de l'armée de l'air qui s'exprime, on a l'amiral Claude Gaucherand qui s'exprime. Bon, je suis en contact avec tous ces gens-là, et ce ne sont pas des généraux de plateau, justement. Alors justement, en parlant du général de la Warde, alors il était peut-être pas dans le viseur d'Emmanuel Macron, mais en tout cas, il était dans le viseur de tous les médias de masse. Et ça, depuis son fameux passage sur la chaîne d'info CNews. Et je relisais encore quelques articles, et c'est d'une violence à son encontre, vraiment. Tout à fait. D'ailleurs, pour l'ensemble de mes lecteurs, je vous informe que si vous allez dans la case rechercher sur profession gendarme, vous tapez de la Warde tout simplement, vous allez avoir accès à toutes ces archives. Le général a été très heureux que toutes ces archives étaient sur profession gendarme, car pratiquement tous les 3 jours, tous les 3-4 jours, je publiais pour lui. Et je dois dire, suite à son décès, nous avons eu le plaisir et l'honneur de l'avoir comme convive lors du repas que nous avons fait à Paris en février. Il se portait très bien. Le 9 mai, le général m'envoie donc à publier, et il s'était trompé techniquement dans une vidéo YouTube, il l'avait mis en privé, donc le public ne pouvait pas la voir. Je lui ai téléphoné, on a discuté un petit moment le 9 mai, il a rectifié, la vidéo était visible. J'ai publié le 10 mai, et à ma grande surprise, le 11 mai, on nous annonce qu'il est décédé. Alors, il n'y a jamais eu la cause officielle. Il semblerait, je le dis sous réserve, que la famille aurait dit qu'il était décédé d'un AVC massif, mais ça fait quand même pas mal de gens de la contestation qui décèdent actuellement. Donc, on peut pas dire que le général s'est pas suicidé, ça c'est certain. Mais on pourrait parler de Olivier Marleix, on pourrait parler de Éric Denessé. Ce sont quand même des suicides qui arrangent pas mal la doxa, tout simplement. Donc, on peut émettre des doutes sur la disparition du général de la Warde, mais sa disparition, c'est une grande perte pour nous, déjà, et sa disparition arrange pas mal de monde, voilà, qui ne sont pas... Est-ce que justement vous avez pu prendre contact avec la famille du général, parce qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, c'est quelqu'un qui était très actif, et moi justement je l'ai rencontré quand j'ai dit dans ma présentation d'introduction, grâce à vous deux, c'était effectivement lors de ce dîner que vous aviez organisé sur Paris en février dernier. Et donc il m'avait mis dans sa mailing list pour parce qu'il avait une newsletter justement où il répertoriait
toutes les informations qu'il allait chercher sur tous les sites internet dans l'international, finalement les informations qu'il pouvait lire partout et à une fréquence de 2 ou 3 fois par semaine. Et je me souviens très bien, moi comme vous, j'ai reçu cette newsletter le 8 ou le 9 mai en tout cas. Est-ce que vous avez pu échanger avec sa famille, parler avec eux, tout simplement? Non, j'ai jamais eu de contact avec la famille. Je n'ai jamais eu de contact avec la famille et vu les circonstances, j'ai pas voulu m'imposer et les déranger. Nous, l'association Profession Gendarme, moi, je n'ai pas pu me déplacer pour les obsèques. Nous avons envoyé une gerbe. Je sais que le général Coustou était présent aux obsèques. Il y a eu plein d'autres personnalités. Je voudrais ajouter quand même un petit détail, c'est que il n'y a rien eu d'officiel pour lui rendre hommage ou honneur, et c'est quand même c'était pas n'importe qui, le général Dominique de La Warde. C'était franchement pas n'importe qui. François, un mot pour vous faire réagir. Il ne faut pas oublier qu'il a été en plus, il a commandé une partie du renseignement militaire. Et c'est surtout quelqu'un qui a su cibler les véritables dangers qui menaçaient la France. Et il s'est attaqué à la vraie cinquième colonne qui est Israël. Et c'est pour ça qu'il a été immédiatement sorti du système et ostracisé, et qu'il était impossible après de le voir dans quelques médias que ce soit, tout simplement parce que il a dénoncé le système dans lequel nous vivons. Il a dénoncé les pompiers pyromanes, c'est-à-dire ceux qui ont organisé à la fois la fragmentation communautaire du pays et qui maintenant veulent l'incendie en la pointant du doigt. Et donc ça voilà, j'y vais pas par quatre chemins, mais c'est ce qu'il a fait à juste titre. Il a montré, et ça c'est pas, il a pas eu besoin finalement de l'expliquer, puisque la démonstration s'est faite par elle-même, que l'ensemble des médias télévisuels étaient tenus et que par conséquent la parole n'était pas libre, et donc qu'on pouvait pas expliquer certaines choses aux gens, leur faire passer certains messages. Voilà, et donc forcément c'est quelqu'un qui, je pense, inquiétait probablement le gouvernement français, mais qui devait aussi inquiéter le Mossad et autres. Pourquoi? Parce que quand on a un statut de général et qu'on s'exprime, on a tout de suite une forme de légitimité, de crédibilité, de notoriété qui est liée à son statut, qui fait qu'on peut être particulièrement écouté, et qui plus est si on le fait sur les plateaux de télévision, et qui plus est si on le fait avec son expertise. Je veux dire, les idées, la pensée du général de La Warde, et ça, Ronald pourra le dire parce qu'on en a bien discuté avec lui tous ensemble, elle n'est pas apparue par magie. Il s'est pas dit, tiens, un jour, tiens, il y a une communauté là infiniment représentée, mais inversement proportionnellement très puissante, qui tient la France. C'est pas réveillé comme ça un matin. Tout ça, c'est venu justement de son expérience professionnelle, de son parcours à des postes élevés au sein du renseignement, de ses théâtres d'opérations extérieures, où il a pu voir comment ça se passait dans les coulisses, quelles étaient les forces majeures qui rentraient en jeu, et à partir de là, je veux dire, il a tiré le fil. C'est tout. Et donc ça, si vous lui laissez expliquer ça sur un plateau télé, ce qu'il n'a jamais eu l'opportunité de faire, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui risque de tomber des nues. Voilà, donc il faut pas oublier que le général de La Warde aussi, il a été incendié post-mortem là à cause de ça. Je voudrais ajouter qu'ils en feront ce qu'ils voudront, mais que le général, on lui ait coupé la parole comme ça a été fait par un certain monsieur Morandini, qui, je le précise, travaille toujours à la télévision et qui a été condamné pour pédophilie. Il est condamné. Donc, et c'est ce monsieur-là qui veut faire la morale
une personne telle que le général de Lavarde. Aujourd'hui, on ne peut plus dire le mot qui, parce que qui, le kiki de tous les kikis, hein, on sait de qui on parle. Hein. Et ils se sont tirés une balle dans le pied hein, quand ils ont fait ça au général, hein, parce que le général, en fait, il a pas mal pris. Hein, et puis quand on voit tout ce qui s'est fait autour, voilà. Bon, pour reprendre les propos du général de Lavarde, il a quand même, quand il était au renseignement, il a travaillé, il était au début, il l'a dit lui-même, il était pro-Israël au début, mais très rapidement, il s'est rendu compte et il a vu sur le terrain comment agissait Israël vis-à-vis des Palestiniens. Bon, ben il n'y a pas photo, hein. Bon, et il y a des mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser aujourd'hui, enfin qu'on n'a pas le droit. Nous, on les utilise. Hein. Quand, bon, voilà ce qui est arrivé au général. Hein. Merci, merci à tous les deux. Moi, je confirme aussi parce que j'ai échangé avec lui par téléphone et puis le jour où je l'ai rencontré aussi et il m'avait raconté son parcours. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir fait un entretien avec lui. Voilà, ça devait se faire et malheureusement, voilà, comme quoi des fois il faut pas trop attendre. Mais merci, merci à tous les deux pour ces mots en sa mémoire en tout cas. Et c'est vrai que depuis le décès du général de Lavarde, on a constaté que quasiment chaque mois, il y a eu d'autres décès. Alors, mais qu'on nous a annoncé comme des suicides. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Ronald, il y a eu au mois de juin, Éric de Nessé. Et puis, au mois de juillet, on a eu Olivier Marleix. Alors, sur Olivier Marleix, on vient d'apprendre que l'enquête est terminée et que officiellement, il s'agit bien d'un suicide parce que il subissait visiblement, je cite, une période de dépression aux causes multiples, sentimentales, intimes et professionnelles. Ça, c'est la conclusion de l'enquête. Oui, mais on s'attendait pas à autre chose. Hein. C'est pareil que pour Éric de Nessé. Hein. Bon, chacun va soulever les problèmes. C'est facile. Hein. Vous prenez Boulin, hein, le ministre Boulin, bon, qui s'est noyé dans 15 cm d'eau, hein, avec des fractures sur le visage. Hein. Bon, et il y en a combien? Et souvent, je parle également du gendarme Jambert. Le gendarme Jambert, il y a quelques années qu'il est décédé, c'était un enquêteur hors pair. Il a fait le dossier de sa carrière avec les disparus de Lyon. Et là-dessus aussi, il y avait de quoi faire. Et 15 jours avant de rencontrer le procureur, c'était une consécration pour lui, pour cet homme. Il était reconnu pour son travail. Et 15 jours avant de rencontrer le procureur, il se suicide. Seulement 8 ans après, on se rend compte qu'il s'est tiré 2 balles dans la tête. Moi, je connais personne avec 2 balles dans la tête. Bon, voilà. Bérégovoy. Hein. Bon, Bérégovoy également. On a toute une liste comme ça. Voilà. Mais bon, c'est annoncé suicide. Bon, on n'a aucun élément pour dire que ce n'est pas suicide, tout simplement. Mais c'est facile de dire, hein, il était dépressif, il avait besoin d'argent, hein, il s'était disputé avec sa femme, n'importe quoi. Mais c'est du grand n'importe quoi. Hein. Des gens qui ont ces capacités intellectuelles, qui ont cette intelligence, c'est pas possible. Ces gens-là ne se suicident pas. Le problème, c'est que c'est typiquement le genre de mort, je veux dire, qui passe auprès des masses, quoi. Ça passe crème et puis on oublie, quoi. Voilà, il s'est suicidé, point. Si on prend Marleix, les gens le connaissaient peu, en réalité. Les gens peu informés, les personnes qu'on prend comme ça, on fait un micro-trottoir. Marleix, avant son décès, c'est un député, hein, d'ailleurs, on les connaît pas tous. Et donc, t'as ça, et puis t'as les maladies, quoi. Et donc, les AVC, les arrêts cardiaques ou autres, on sait tuer quelqu'un comme ça. On sait empoisonner quelqu'un de façon discrète, en lui juste en serrant une main ou des choses comme ça. Je veux dire, c'est pas, j'invente rien, et ça sort pas d'un roman.
Mais le problème, après, c'est la preuve. Va prouver quoi que ce soit. Et puis, il y a les histoires de réseau. Et même ceux qui en ont parlé plus ou moins officiellement, là, je pense à Alex de la DGSE, je sais plus comment il s'appelle, là, qui est aussi à la tête d'une grande loge et qui a parlé sur le meurtre de Marlex en disant que pour lui, c'était pas clair. Mais bien sûr, ils le savent, ces gens-là, de toute façon, ils savent comment on peut procéder. La question, c'est de pouvoir le prouver. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, on sera toujours confronté à ce genre de situation. Alors, quel est le meilleur moyen de se prémunir de ça? Moi, je peux crier sur les toits, je suis en bonne santé et je suis pas suicidaire, ce qui est vrai. Mais qu'est-ce qui me met à l'abri d'avoir un arrêt cardiaque un jour? C'est pas parce que je suis en bonne santé que je peux pas avoir un arrêt cardiaque un jour. Et qui va prouver que c'était criminel? C'est ça qui est compliqué. Donc, ce qui est frustrant, c'est ce sentiment d'impuissance qui en découle, parce que on se dit de toute façon que cette personne-là se soit suicidée ou pas, s'ils ont vraiment envie, ils peuvent. Point barre, ça s'arrête là. Alors après, il faut le prendre, je pense, avec une certaine forme de fatalisme. Peut-être se préparer aussi. Moi, celui qui veut me suicider, il a intérêt à être bon parce qu'il va être accueilli. Mais après, c'est compliqué, si tu veux. Et concernant l'affaire Marlex, si on s'en tient à ce que disent les journalistes, on voit qu'il y a à peu près une dizaine d'auditions qui ont été faites dans le cadre de l'enquête, plus une autopsie, puisque c'est normal, tu as un obstacle médico-légal. Donc, à partir du moment où tu as une pendaison, c'est la règle. Le procureur va ordonner une autopsie. Bon, soit. S'il a été pendu par quelqu'un, c'est pas par l'autopsie que tu vas voir que c'est un crime. Après, tu peux le voir s'il a été empoisonné avant ou quoi, endormi, tout ça, ça peut se voir, soit. Ce qui m'étonne un petit peu, au vu de ces éléments-là, et c'est très difficile de se prononcer parce que moi, en tant qu'ancien officier de police judiciaire, j'aurais beaucoup de mal à me prononcer sur des dossiers que j'ai pas sous les yeux. C'est normal, parce que je sais pas exactement ce qui a été fait dedans. Mais ce que je vois, c'est qu'au dire des journalistes, il y a une dizaine d'auditions et que ça, en moyenne, ça correspond à ce qu'on fait sur une enquête de découverte de cadavres classique, standard. C'est-à-dire entre 5 et 10 personnes entendues. 5 personnes, c'est à peu près l'environnement familial. Et puis, si c'est quelqu'un qui a une vie sociale très active, comme un député, par exemple, tu vas entendre plus de monde. Et d'ailleurs, 10 personnes autour, pour quelqu'un qui a une vie sociale aussi active que lui, c'est presque léger. Et non seulement c'est léger, en plus, on peut souligner le fait qu'il y a l'affaire Alstom derrière et qu'il y avait la parution d'un livre quand même. Et je ne sais pas ce qui a été fait. Un livre qui ne reconnaîtra pas d'ailleurs, parce que Robert Laffont, les éditions ont fait machine arrière. Et si vous me permettez, je vais rejoindre François en disant, et affirmer ici aussi très sérieusement, je ne suis pas suicidaire, je pense être en bonne santé. Et je vais terminer par une vulgarité. S'ils courent aussi vite que je les emmerde, ils peuvent prétendre à la médaille olympique. Voilà ce que j'ai à leur dire. Merci Ronald. Au moins c'est dit et moi aussi je vous rejoins. Alors dans ce cas-là, je ne suis pas suicidaire non plus et puis comme je le dis toujours, moi on ne me voit pas, donc je compte aussi sur mes invités, vous en l'occurrence et mon entourage. Mais effectivement, je ne suis pas suicidaire et je n'ai pas de crainte. Enfin, j'ai pas de crainte. Voilà, je fais mon travail et je suis fière de faire mon travail. Et je pense que sur ce plan-là, on se rejoint tous et que c'est essentiel de dire les vérités. Sur l'enquête justement de la mort d'Olivier Marlex, il y a aussi des faits concernant le suicide entre guillemets d'Éric de Nessé. Et j'écoutais Alain Juillet qui disait on a retrouvé. On parlait tout à l'heure. J'avais perdu son nom. C'est Alain Juillet, très. Moi, je l'ai vu avec Idriss Aberkane, c'était très très intéressant. Et il disait justement qu'on n'a retrouvé aucune empreinte sur le fusil. Enfin, c'était pas un fusil d'ailleurs. Je sais plus quelle arme aurait été utilisée dans le suicide d'Éric de Nessé. Et il disait qu'on n'a retrouvé aucune empreinte. Et donc il disait mais c'est pas possible. Quand on se suicide, on ne porte pas de gants.
Alors, il faut voir, ça dépend, ça, parce que, alors, oui, quand on se suicide, on ne porte pas de gants, hein, mais je parle des empreintes, là, pour le relevé d'empreintes, ça peut être compliqué. En fonction de la matière sur laquelle, si c'est lisse, si c'est poreux, si c'est une crosse poreuse, ça peut être un peu plus compliqué d'avoir des empreintes. Si c'est une matière, je veux dire, un peu abrasive, là, qui est faite pour adhérer, c'est très compliqué d'avoir des empreintes. Si c'est par exemple une partie en bois verni d'un fusil, ça va être très facile. Voilà, tout Alors, c'est dépend pas un fusil, c'est pas un fusil, je me souviens parce que oui, c'était une arme assez technique et ils avaient qui rend montré la les balles probabilité. Je crois que c'est une 22 ouais. LR, hein, il me semble. Mais non, Et qu'il c'était pas fallait une pas se 22. louper. Je crois que c'est ça, c'est Oui, oui, ça. oui, c'est Ouais. ça. Parce que la 22, oui, il vaut mieux pas se rater, oui, effectivement. C'est un très petit calibre. Et alors, faut savoir que d'ailleurs, la 22, les 22 subsoniques peuvent être utilisés pour. Ce sont des armes de tueur, ça, par contre. Mais, euh, mais oui, le fait que ce soit, par exemple, une arme de poing, et donc avec une crosse, enfin une poignée ergonomique, avec un revêtement adhérent un peu, ça peut compliquer le relevé d'empreinte. Alors là, je parle que avec des scies parce que j'ai pas vu du tout l'arme et ça peut être compliqué. En revanche, ce que va faire normalement un technicien d'investigation criminelle, il va effectuer ce qu'on a fait, il va faire des tampons, il va faire des relevés de poudre sur la main qui a tiré, qui est supposé avoir tiré. Parce que normalement, quand on tire, l'arme, elle dégage un nuage de poudre. Alors que ce soit par la sortie du canon, mais également par le lieu d'extraction de l'étui. Et donc, on retrouve toujours, normalement, de la poudre sur la main du tireur. Voilà. Tout comme quand un coup est donné à bout touchant, on a aussi une auréole caractéristique sur le point d'impact, qui est définie par la brûlure de la sortie des gaz du canon. Il y a plein d'autres éléments que les seules empreintes qui sont souvent connues grâce au cinéma, là, mais il y a plein d'autres éléments comme ça qu'on est supposé aller chercher et relever. Et moi, Dieu sait si j'en ai fait des suicides par balle, donc c'est quelque chose que je connais plutôt bien. Et donc voilà, c'est compliqué. Donc c'est difficile de s'exprimer sur les simples paroles d'un tel ou sur ce qui a été rapporté par les médias. C'est très compliqué en fait quand on n'y est pas, quand on n'a pas fait soi-même les investigations sur place, quoi. Là, franchement, On c'est n'a pour pas ça les que rapports aussi d'enquête, ouais. on restera toujours, à mon sens, sur ce type d'affaires dans le domaine spéculatif parce que on manque d'éléments sérieux, quoi, pour pouvoir en parler de façon professionnelle. C'est compliqué. En tout cas, ces hommes ont disparu, ça c'est une réalité. Après, ce Ouais. qui s'est passé, effectivement. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, on a un taux, enfin, il semblerait qu'on ait un taux de personnes suicidées et de personnes décédées par arrêt cardiaque ou AVC qui me semble être plus important chez les gens qui s'opposent à la gouvernance et au modèle de gouvernance actuel que chez les gens qui y adhèrent. Enfin, je vois moins d'annonces de décès et de suicides chez les hommes politiques qui sont bien intégrés dans le système. Par ailleurs, pour le coup, les médias mainstream en parleraient peut-être même beaucoup plus si ça arrivait. Et il n'y en a pas, à ma connaissance, enfin voilà, je vois pas de décès par arrêt cardiaque comme ça de politiciens actuels connus. Et ce que je vois, c'est que par contre, ça touche plus les gens qui combattent le système. Après, on pourra toujours rétorquer, oui, mais effectivement, le combat c'est dur, peut-être qu'il y en a qui se démoralisent, etc. Oui, oui. C'est là encore, on en revient à la même problématique. C'est-à-dire qu'on peut, sur le dos d'un suicide, on peut tout faire passer. Puis un acte qui est assez impulsif en général. Le suicide, c'est quelque chose qui peut mariner depuis très longtemps chez la personne, mais on va avoir aucun signe. Et puis un jour, en fait, le terreau du fond ressort d'un coup, puis il y a l'impulsion, il y a le contexte qui fait que il y a eu une succession d'événements qui ont fait que voilà, et puis paf, moi j'en ai tellement vu là dans ma carrière que c'est vrai que les causes c'est souvent très complexe, c'est à la fois très complexe et très varié.
Donc, c'est vraiment, vraiment pas simple, quoi. Mais moi, ce que je me cantonnerais de dire à mon niveau, de façon très empirique, c'est qu'on en voit plus chez ceux qui résistent que chez ceux qui résistent pas. Voilà. Ça, disons qu'en ce moment, c'est un peu une vague, une succession qui est un peu qui interpelle. Une succession, effectivement, une vague en termes. Donc là, on parle en termes de fréquence qui commence à devenir inquiétante. Ça, c'est clair. Et que si ça se poursuit comme ça, c'est clair et net que il y a un problème. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça va s'arrêter un temps avant de reprendre. Voilà. C'est ça. En tout cas, ça n'enlèvera aucunement à la détermination de chacun de poursuivre notre travail, notre mission, si je puis dire. Donc, je vous remercie vraiment infiniment d'avoir été mes invités à tous les deux, et encore plus Ronald, parce que c'est la première fois que je vous reçois, donc ça a été un vrai plaisir. Eh bien, merci Kate, merci François, qui, je précise, aura, le jour où je ne pourrai plus, la charge de profession gendarme également, s'il le veut bien. Voilà. Au revoir François, au revoir à tout le monde. Je te fais la bise, Kate. Merci Ronald. Allez. Merci Ronald. On vous retrouve sur professiongendarme.com. François, on vous retrouve également sur le site internet Profession Gendarme. Et puis on retrouve aussi, je mettrai les liens de vos livres, Alice au pays de Lucifer et Captionnem. On avait fait d'ailleurs un entretien pour le Média en 442 pour votre dernier livre. Donc ça, je mettrai. Et puis, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Et puis, n'oubliez pas de retrouver aussi le dernier numéro de Géopolitique profonde qui fait près de 80 pages. Je mettrai le lien en description. Merci à tous et puis je vous dis à très bientôt.